95e nuit des mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Quand le vizir Schemseddin Mohammed eut entendu dire à sa belle-sœur qu'il fallait que ce fût Bedreddin Hassan qui eût fait la tarte à la crème que l'eunuque venait d'apporter, il sentit une joie inconcevable. Mais venant à faire réflexion que cette joie était sans fondement, et que, selon toutes les apparences, la conjecture de la veuve de Noureddin devait être fausse, il lui dit « Mais madame, pourquoi avez-vous cette opinion? Ne se peut-il pas trouver un pâtissier au monde qui sache aussi bien faire des tartes à la crème que votre fils ?»« Je conviens, répondit-elle, qu'il y a peut-être des pâtissiers capables d'en faire d'aussi bonnes. Mais comme je l'ai fait d'une manière toute singulière, et que nul autre que mon fils n'a ce secret, il faut absolument que ce soit lui qui ait fait celle-ci. Réjouissons-nous, mon frère, ajouta-t-elle avec transport. Nous avons enfin trouvé ce que nous cherchons et désirons depuis si longtemps. Madame, répliqua le vizir, modérez, je vous prie, votre impatience. Nous saurons bientôt ce que nous devons en penser. Il n'y a qu'à faire venir ici le pâtissier. Si c'est Bedreddin Hassan, vous le reconnaîtrez bien, ma fille et vous. Mais il faut que vous vous cachiez toutes deux et que vous le voyiez sans qu'il vous voie, car je ne veux pas que notre reconnaissance se fasse à Damas. J'ai dessein de la prolonger jusqu'à ce que nous soyons de retour au Caire, où je me propose de vous donner un divertissement très agréable. » En achevant ces paroles, il laissa les dames sous leur tente et se rendit sous la sienne. Là, il fit venir 50 de ses gens et leur dit « Prenez chacun un bâton et suivez Schaban, qui va vous conduire chez un pâtissier de cette ville. Lorsque vous y serez arrivés, rompez, brisez tout ce que vous trouverez dans sa boutique. S'il vous demande pourquoi vous faites ce désordre, demandez-lui seulement si ce n'est pas lui qui a fait la tarte à la crème qu'on a été prendre chez lui. S'il vous répond que oui, saisissez-vous de sa personne, liez-le bien et me l'amenez. Mais gardez-vous de le frapper, ni de lui faire le moindre mal. Allez, et ne perdez pas de temps. » Le vizir fut promptement obéi. Ses gens, armés de bâtons et conduits par l'eunuque noir, se rendirent en diligence chez Bedreddin Hassan, où ils mirent en pièces les plats, les chaudrons, les casseroles, les tables et tous les meubles et ustensiles qu'ils trouvèrent, et inondèrent sa boutique de sorbets, de crèmes et de confitures. À ce spectacle, Bedreddin Hassan, fort étonné, leur dit d'un ton de voix pitoyable: « Hé, bonnes gens! Pourquoi me traitez-vous de la sorte? De quoi s'agit-il? Qu'ai-je fait ?»« N'est-ce pas vous, dirent-ils, qui avez fait la tarte à la crème que vous avez vendue à l'eunuque que vous voyez ?»« Oui, c'est moi-même, répondit-il. Qu'y trouve-t-on à dire? Je défie qui que ce soit d'en faire une meilleure. » Au lieu de lui repartir, ils continuèrent de briser tout, et le four même ne fut pas épargné. Cependant, les voisins étant accourus au bruit, et fort surpris de voir 50 hommes armés commettre un pareil désordre, demandaient le sujet d'une si grande violence, et Bedreddin, encore une fois, dit à ceux qui la lui faisaient: « Apprenez-moi de grâce quel crime je puis avoir commis pour rompre et briser ainsi tout ce qu'il y a chez moi. »« N'est-ce pas vous, répondirent-ils, qui avez fait la tarte à la crème que vous avez vendue à cet eunuque ?»« Oui, oui, c'est moi, repartit-il. Je soutiens qu'elle est bonne, et je ne mérite pas ce traitement injuste que vous me faites. » Ils se saisirent de sa personne sans l'écouter, et après lui avoir arraché la toile de son turban, ils s'en servirent pour lui lier les mains derrière le dos. Puis, le tirant par force de sa boutique, ils commencèrent à l'emmener. La populace qui s'était assemblée là, touchée de compassion pour Bedreddin, prit son parti et voulut s'opposer au dessein des gens de Schemseddin Mohammed. Mais il survint en ce moment des officiers du gouverneur de la ville, qui écartèrent le peuple et favorisèrent l'enlèvement de Bedreddin, parce que Schemseddin Mohammed était allé chez le gouverneur de Damas pour l'informer de l'ordre qu'il avait donné et pour lui demander main forte. Et ce gouverneur, qui commandait sur toute la Syrie au nom du sultan d'Égypte, n'avait eu garde de rien refuser au vizir de son maître. On entraînait donc Bedreddin malgré ses cris et ses larmes. Scheherazade n'en put dire davantage à cause du jour qu'elle vit paraître. Mais le lendemain, elle reprit sa narration et dit au sultan des Indes: Fin de la 95e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. « 96e nuit des mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Sire, le vizir Giafar, continuant de parler au calife: Bedreddin Hassan, dit-il, avait beau demander en chemin aux personnes qui l'emmenaient ce que l'on avait trouvé dans sa tarte à la crème, on ne lui répondait rien. Enfin, il arriva sous les tentes, où on le fit attendre jusqu'à ce que Schemseddin Mohammed fût revenu de chez le gouverneur de Damas. Le vizir étant de retour, demanda des nouvelles du pâtissier. On le lui amena. « Seigneur,
lui dit Bedreddin les larmes aux yeux. Faites-moi la grâce de me dire en quoi je vous ai offensé. Ah, malheureux, répondit le vizir, n'est-ce pas toi qui as fait la tarte à la crème que tu m'as envoyée? J'avoue que c'est moi, repartit Bedreddin. Quel crime ai-je commis en cela? Je te châtierai comme tu le mérites, répliqua Schemseddin Mohammed, et il t'en coûtera la vie pour avoir fait une si méchante tarte. Eh bon Dieu, s'écria Bedreddin, qu'est-ce que j'entends? Est-ce un crime digne de mort d'avoir fait une méchante tarte à la crème? Oui, dit le vizir, et tu ne dois pas attendre de moi un autre traitement. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi tous deux, les dames qui s'étaient cachées observaient avec attention Bedreddin, qu'elles n'eurent pas de peine à reconnaître malgré le long temps qu'elles ne l'avaient vu. La joie qu'elles en eurent fut telle qu'elles en tombèrent évanouies. Quand elles furent revenues de leur évanouissement, elles voulaient s'aller jeter au cou de Bedreddin, mais la parole qu'elles avaient donnée au vizir de ne se point montrer l'emporta sur les plus tendres mouvements de la nature. Comme Schemseddin Mohammed avait résolu de partir cette même nuit, il fit plier les tentes et préparer les voitures pour se mettre en marche, et à l'égard de Bedreddin, il ordonna qu'on le mît dans une caisse bien fermée et qu'on le chargeât sur un chameau. D'abord que tout fut prêt pour le départ, le vizir et les gens de sa suite se mirent en chemin. Ils marchèrent le reste de la nuit et le jour suivant sans se reposer. Ils ne s'arrêtèrent qu'à l'entrée de la nuit. Alors on tira Bedreddin Hassan de la caisse pour lui faire prendre de la nourriture. Mais on eut soin de le tenir éloigné de sa mère et de sa femme, et pendant 20 jours que dura le voyage, on le traita de la même manière. En arrivant au Caire, on campa aux environs de la ville par ordre du vizir Schemseddin Mohammed, qui se fit amener Bedreddin, devant lequel il dit à un charpentier qu'il avait fait venir: Va chercher du bois et dresse promptement un poteau. Eh Seigneur, dit Bedreddin, que prétendez-vous faire de ce poteau? T'y attacher, repartit le vizir, et te faire ensuite promener par tous les quartiers de la ville, afin qu'on voie en ta personne un indigne pâtissier qui fait des tartes à la crème sans y mettre de poivre. À ces mots, Bedreddin Hassan s'écria d'une manière si plaisante que Schemseddin Mohammed eut bien de la peine à garder son sérieux. Grand Dieu, c'est donc pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème qu'on veut me faire souffrir une mort aussi cruelle qu'ignominieuse? En achevant ces mots, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, se tut, et Schahriar se leva en riant de tout son cœur de la frayeur de Bedreddin, et fort curieux d'entendre la suite de cette histoire, que la sultane reprit de cette sorte le lendemain, avant le jour. Fin de la 96e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. 97e nuit des Mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Sire, le calife Haroun al-Rachid, malgré sa gravité, ne put s'empêcher de rire quand le vizir Giafar lui dit que Schemseddin Mohammed menaçait de faire mourir Bedreddin pour n'avoir pas mis de poivre dans la tarte à la crème qu'il avait vendue à Schaban. Eh quoi, disait Bedreddin, faut-il qu'on ait tout rompu et brisé dans ma maison, qu'on m'ait emprisonné dans une caisse, et qu'enfin on s'apprête à m'attacher à un poteau, et tout cela parce que je ne mets pas de poivre dans une tarte à la crème? Eh grand Dieu, qui a jamais ouï parler d'une pareille chose? Sont-ce là des actions de musulmans, de personnes qui font profession de probité, de justice, et qui pratiquent toutes sortes de bonnes œuvres? En disant cela, il fondait en larmes. Puis, recommençant ses plaintes, non, reprenait-il, jamais personne n'a été traité si injustement ni si rigoureusement. Est-il possible qu'on soit capable d'ôter la vie à un homme pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème? Que maudites soient toutes les tartes à la crème, aussi bien que l'heure où je suis née. Plût à Dieu que je fusse morte en ce moment. Le désolé Bedreddin ne cessa de se lamenter, et lorsqu'on apporta le poteau et les clous pour les clouer, il poussa de grands cris à ce spectacle terrible. Oh ciel, dit-il, pouvez-vous souffrir que je meure d'un trépas infâme et douloureux? Et cela pour quel crime? Ce n'est pas pour avoir volé, ni pour avoir tué, ni pour avoir renié ma religion, c'est pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème. Comme la nuit était alors déjà assez avancée, le vizir Schemseddin Mohammed fit remettre Bedreddin dans sa caisse et lui dit: Demeure là jusqu'à demain. Le jour ne se passera pas que je ne te fasse mourir. On emporta la caisse et l'on en chargea le chameau qu'il avait apporté depuis Damas. On chargea en même temps tous les autres chameaux, et le vizir étant remonté à cheval, fit marcher devant lui le chameau qui portait son neveu, et entra dans la ville, suivi de tout son équipage.
Après avoir passé plusieurs rues où personne ne parut parce que tout le monde s'était retiré, il se rendit à son hôtel, où il fit décharger la caisse avec défense de l'ouvrir que lorsqu'il l'ordonnerait. Tandis qu'on déchargeait les autres chameaux, il prit en particulier la mère de Bedreddin Hassan et sa fille, et s'adressant à la dernière: Dieu soit loué, lui dit-il, ma fille, de ce qu'il nous a fait si heureusement rencontrer votre cousin et votre mari. Vous vous souvenez bien, apparemment, de l'état où était votre chambre la première nuit de vos noces. Allez, faites-y mettre toutes choses comme elles étaient alors. Si pourtant vous ne vous en souveniez pas, je pourrais y suppléer par l'écrit que j'en ai fait faire. De mon côté, je vais donner ordre au reste. Dame de Beauté alla exécuter avec joie ce que venait de lui ordonner son père, qui commença aussi à disposer toutes choses dans la salle, de la même manière qu'elles étaient lorsque Bedreddin Hassan s'y était trouvé avec le palefrenier bossu du sultan d'égypte. À mesure qu'il lisait l'écrit, ses domestiques mettaient chaque meuble à sa place. Le trône ne fut pas oublié, non plus que les bougies allumées. Quand tout fut préparé dans la salle, le vizir entra dans la chambre de sa fille, où il posa l'habillement de Bedreddin avec la bourse de sequins. Cela étant fait, il dit à Dame de Beauté: Déshabillez-vous, ma fille, et vous couchez. Dès que Bedreddin sera entré dans cette chambre, plaignez-vous de ce qu'il a été dehors longtemps, et lui dites que vous avez été bien étonnée en vous réveillant de ne pas le trouver auprès de vous. Pressez-le de se remettre au lit, et demain matin, vous nous divertirez, madame votre belle-mère et moi, en nous rendant compte de ce qui se sera passé entre vous et lui cette nuit. À ces mots, il sortit de l'appartement de sa fille et lui laissa la liberté de se coucher. Scheherazade voulait poursuivre son récit, mais le jour qui commença à paraître l'en empêcha. Fin de la 97e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.